Bonjour et bienvenue au siège de l'Office marocain de propriété industrielle et commerciale, dont le directeur général, M. Adil Maliki, nous reçoit aujourd'hui. Merci beaucoup. Je souhaite également la bienvenue à ce public assez nombreux et de qualité qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous dans cette étape du cycle de conférences du groupe Le Matin. Je remercie aussi le groupe Le Matin qui nous offre cette opportunité de parler d'une thématique qui a fait éruption depuis quelque temps dans notre paysage. Le groupe Le Matin qui colle à cette thématique, qui est l'exemple type du capital matériel et immatériel, bien sûr, par son histoire, par la force des gens qui travaillent, par ses process de production. Je vous demanderai, avant d'oublier, d'éteindre vos portables, s'il vous plaît. Comme ça, on va enrichir notre capital immatériel avec un silence et du respect pour notre panel de qualité, notre panel où il y a des sommités scientifiques, des autorités scientifiques, des sommités scientifiques et managérielles, parfois les deux à la fois. Nous allons aujourd'hui parler de la propriété industrielle, un actif immatériel au service de la croissance des entreprises. Bien sûr, le capital immatériel, on l'a découvert quand Sa Majesté le Roi, lors du dernier discours du trône, a tracé le sillon, on a parlé, a donné le coup d'envoi d'un grand chantier, a attiré l'attention sur cette problématique, sur cette thématique. Bien sûr, depuis, les regards ont convergé, mais malheureusement, les perceptions n'ont pas mûri, n'ont pas forcément mûri, parce qu'on a vu parfois du n'importe quoi, parfois des interventions, et on a eu peur d'avoir un concept fourre-tout. Alors que, normalement, et je parle sous l'autorité du panel, c'est un concept qui obéit à des normes scientifiques, qui obéit à une recherche qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui une sommité en la matière, Madame Carole Corrado, directeur de recherche et conseillère en économie Conference Board, qui nous vient des États-Unis. Monsieur Ahmed Montfort, professeur à l'université Paris-Sud et titulaire de la chaire européenne de management de l'immatériel. Il suffit de mettre son nom sur Google pour savoir ce qu'il a produit et la richesse de ce qu'il a produit. Bien sûr, monsieur Ahmed Alho, président directeur général de CH Bank et membre du Conseil économique, social et environnemental et qui a pratiqué de près plusieurs marques marocaines en tant que manager. Monsieur Adil Maliki, donc dépositaire de la marque marocaine en général, qui est directeur général de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Et bien sûr, M. Mounir Jazouli, président du groupement des annonceurs du Maroc. Je céderai la parole tout d'abord à Mme Corrado, qui fera son intervention en anglais. Vous pouvez retirer les casques de traduction dehors pour ceux qui ne parlent pas anglais, qui n'entendent pas anglais. Et vous allez utiliser le PowerPoint, c'est ça? Présentation en PowerPoint. OK, merci. Okay. Can you hear me? Okay, good. Well, it gives me great pleasure to be here today. It's a particularly beautiful country on a beautiful day, and I would like to thank OPIC for inviting me. It's an agency with people of much energy about Morocco, and all of this makes it a particular pleasure to be here. So I'm going to talk about intangible assets with the subtitle, Policymakers Need Better Data on Innovation. So here's the outline of my remarks. First, I'm going to just give you some thoughts on the origin of a framework that is now widely used to analyze intangible assets at the macroeconomic level.
It's been called the Corrado-Holton-Sickle framework. And just review it briefly with you. And then just talk a bit on its relevance to business and its relevance to policymakers and some brief concluding remarks. Most of my remarks will be on the relevance to policymakers. So the so-called CHS framework had its origins in the Greenspan Fed. And this is because understanding the productive capacity of an economy, in other words, its potential output, is important for monetary policy. And that, in turn, requires estimates of productivity growth. Now, if you consider the fact that the so-called IT revolution, or that investments in IT were key to the pickup in US productivity in the mid-90s, and that this was especially noticeable after our national accounts capitalized software as investment. And then you consider that there's a large literature, a large economics literature grounded in microeconomics that shows that the return on investments in R&D and in organizational change that goes along with ICT and returns on firm investments in training. And you then add to that the common sense notion that innovation is not costless. It's pretty easy to see how we put these pieces together to come up with a framework that had relationships between intangible investment, innovation, and productivity. Traditional capital estimates are understated because many of the costs of innovation are not counted as investment. And all we did was advance, I would call it an economist's notion of investment that stands in contrast to the then typical accounting practice. And by the way, my use of the terminology, calling that an economist view of investment, isn't original. When one of my co-authors, Dan Sickle, and I, briefed the Board of Governors of the Fed at the time. Well, this was several years after we had, done our work. And then Ben Bernanke was chairman. He just, he's an excellent economist, as I think many of you know by reputation at least. And he just sat there and said, "Oh, you mean an economic view of investment?" "Oh, sure." Just shrugged his shoulder like we had sort of did the obvious thing. And I thought, well, I guess that's good. But basically, we just sort of made use of some basic economics. And I think really the point is that we came up with something that we put some numbers to. And there's nothing more powerful to policymakers than having an estimate of something. And this is something you learn when you work in government, which I did for many years. It's not enough as an economist to say, oh, it depends upon the elasticities. That means nothing. You have to come up with an estimate of what an impact is on an economy of, say, something you may be recommending. There's always some quantitative dimension to the analysis. Otherwise, the person you're briefing can't make any sense of it. It's just really as simple as that. Well, the other thing we sort of thought we were doing was, in a very practical sense, was modernizing, I think I would say, the portrayal of business activity in national accounting systems. And this is actually what we were really going for. Being macroeconomists, working at the Federal Reserve,
seeing these numbers come out. You would see quarter after quarter, how much businesses in the economy were investing in ICT, and then people would run with that. I mean, oh, it's up, that's good. Oh, it's down, that's not good. It's not as simple as that, but that's how powerful the right kind of investment indicator, can be. And it's not too hard to sort of step back and say, well, this isn't all there is, and just sort of, take it from there. So this framework, which was originally advanced in 2002, has been surprisingly robust. We put forth 3 broad categories. If you can read English, I think you can read them on the screen. I don't want to go through the details, and then we populated those categories with 9 different asset types, and we told everybody how they could measure them. And what my next slide should be, and isn't, because I didn't think quick enough when I was putting this together, was a map of the world showing how many countries have implemented this method as research. I don't mean in official national accounts. And it literally covers an incredible amount of the globe. Of course, once you fill in China and India, which we did at the conference board, I mean, it's sort of obvious, and hopefully very soon we'll be adding Morocco to that list, and I think that's just terrific. Meanwhile, this has gone from a research endeavor, a policy-oriented research endeavor, to something in official national accounts. I don't want to go through this slide, but I put a red mark by the items in the framework that are now officially estimated by statisticians in the United States. And all they are doing is following the international standards. Many European countries have done much of this already, although some of the statistics aren't quite as available as they are for the United States, and I'll show you them in a minute. So what are we talking about here? We're talking about a group that covers one category, computerized information, another that covers much of what we might call intellectual property. These are collectively called in national accounts intellectual property products. So we have a new category. It's a headline sort of subcategory of investment. I mean, literally, you can, when the GDP release comes out in the United States, you can open it up. Here's investment, total, private investment. And then you see equipment, you see structures, and you see intellectual property products. It's very high profile. And this is important. And what's particularly important is it's big. And it's had a major, and really the implementation of this concept, these measures in national accounts, is a major accomplishment. In the United States, they've been, I've only graphed them back to 1925. There's actually some estimates back to 1901. You can see the dynamism that is, well, first of all, at the bottom, you can see the ups and downs of something called mineral exploration, which I think can be understood very easily if one knows anything about oil prices, so it's on its way down now. The next one, software, has grown from what is estimated to have been very, slim to none in the late 50s to a major category at present. And then there's a long-standing category that we associate with copyrights called artistic and entertainment originals. The entertainment business, this is not just TVs, it's books, it's anything somebody can make money off of that can be copyrighted. And then finally R&D. If you, what's being graphed here are these products as a fraction of total investment
And you can see that they are very large right now. This is what is driving investment in the United States and probably elsewhere. So what does total intangible investment look like? This isn't everything. Remember, I just told you that national accountants have only gone so far. So I just recently updated the estimates of what I call non-national accounts intangibles. Terrible name. I used to call them CHS assets, but that doesn't make any sense anymore as national accountants have moved to incorporate some of these things. But here we see these long-term trends where tangible investment in the United States has been on a downtrend relative to GDP. So this is a rate of investment. Whereas intangible investment, the components that you saw on the previous graph, plus the other ones that are not yet included in national accounts, which are the category that we call economic competencies, have been going up. There appears to be a little less dynamism in that of late. That's, again, if you peel back the onion, that's, some categories are up very strongly, like R&D, and what we see for investments in brand and investments in organizational capital and investments in firm training, the three major components of what we call economic competencies, they've been just sort of growing in line with GDP. Now remember, we've gone through a global recession. I don't think that's so bad. The time was that if business was hit as hard as it was during the global recession, that you would have cut back anything in SG&A like crazy. But this has kept up. These components have kept up, and I think that's really good news. And so that's sort of where we are, like in terms of the numbers, and these numbers are very tangible, and they tell you the story they tell you a more complete story of what businesses are doing and what they are doing to expand their capacity, and that's what investment is all about. So now let me just sort of shift gears for a second or two and talk about the relevance to business. I think the relevance to business is obvious, but there's a whole literature that is not macro-oriented, but is more oriented to the actual performance of businesses, which I can't begin to do justice to in a short talk. I can put up this picture that is widely, that's not original. It's the so-called smiley face graph that was, I think, put forth originally by some professors at Harvard to describe the manufacturing global value chain. It's been redrawn here. That's why I'm attributing it to the drawer of this one. And labeled in a very sort of, I think, provocative way. You have in the middle the production activities and the price, depicted with the added sort of margin that might bring to a company. And along the smiley face that has a particular curve, our graph, the added economic value of different business functions. And this is just a way, I think, of thinking about intangible assets from a business perspective. You've got the R&D function. You could have the design function. You clearly have logistics, pre-purchase and post-purchase. That's your supply chain. You've got your marketing function. You've got your post-sale services function. All of these things, particularly in the case of a manufacturer, add value or add to our value-creating activities for the firm, and each one requires investment, and those are investments in intangible assets of the firm. One could draw other pictures for other types of businesses. I'm just using a very well-known one here for my purpose. This vast literature that I refer to
has tended to place a lot of emphasis on reporting, telling businesses what they should report. And there's been a lot of pushback from the business community on that. And I think I understand. I interact a lot with the business community, and I do understand some of what's going on there. There does seem to be a definition dilemma. While the macroeconomists are happy to accept more or less what we have done, and mind you, the OECD had a 2-year horizontal project, which is a very large organization, and did not change the framework. So it sort of endured. That's not the case at the business level. I know my CEO, so we're talking about not a firm like maybe any of you represent, but he has business experience from McKinsey and NIT. He comes like, Carol, isn't resilience an intangible asset? I think we should call intangible assets, resilience. That's really what it's all about. And I'm there, yeah, John, that's what it's about, but that's an outcome. That doesn't tell you how you achieve that strategy. I mean, that's what we all want. But so, it's just very smart people have different notions about how to do this, and I think we just have to accept that the reporting side of things has gotten hung up, at least for now. So how do we focus on the value creation of intangible assets? I mean, that is no less important to me now than before. How is it that one can communicate the role that intangible assets have in a long-lasting strategy for financial success of the firm? That's sort of really what the bottom line is. So we have some late guests. Certainly, come in. I'll stop talking for a while. That's fine with me. So, I mean, not surprisingly, at the conference board, we've tried to, give some thought to this dilemma, shall we say, and have pretty much come to the conclusion that intangible assets need to be a focus of the CEO and corporate strategy. Maybe that sounds obvious, but we have a particular way of putting it together, and I won't say much more about it than this graph. Where this is particularly true in the United States. One of the biggest problems that business faces is a lack of trust. And for business to sustain value creation over a long period of time, each and every one of them needs to build and restore trust, do their part to build and restore trust in business. And we think that needs to be a strategy of part of the strategy of CEOs, along with long-term thinking and planning. As I was discussing this with Mr. Maliki not too long ago, and Mr. Professor Bonfour, I realize there's a certain U.S. sort of centrism here, and I need to apologize for it. By long term, I mean short term is a quarter, okay? Unfortunately, too many businesses are focused on the next quarter's earnings report, and that needs to change. And you might think, oh, you have to be a profitable company for that to change. It's like, no. It just needs to be a more thoughtful approach, I would say. Anyway, so long-term thinking and planning, and that could be just a couple years, but certainly more than the next quarter. And then the focus on the value creation of intangible assets. And I actually think firms are doing a pretty good job of that when it comes to considering their human capital and valuing the human capital and the need to see that develop within their firms. But obviously there's more to this. Anyway, this is our
our sort of way of taking this to the firm level. It has nothing to do with reporting, but we are going to have to prove somehow, and using some metrics, that if you do all these things, you will find companies exhibiting a sustained good financial performance over a period of time. That research isn't completed, but this is the model, and we're taking this to CEOs and getting their reaction to it. So relevance to policymakers. Some of these findings are very well known, and I don't want to spend too much time on them, but if you haven't been, if you're not familiar with this literature, maybe you don't know them, in which case probably what I'm going to say won't make enough sense to you, but I'd be happy to answer questions later. Number one is pretty simple, is that GDP and gross saving and investment rates are 5 to 10 percentage points higher when intangibles are classified as investment compared with when they are excluded. That's a lot, because investment itself isn't much more than 10% in some countries, okay? Intangible investment overtook tangible investment in some countries, and this is the US and the UK, by the late 1990s. You saw that on the graph already. But that's, again, one of the major findings. In some countries, that's not true yet, but the trends are the same. It's going to happen. For the US and certain other countries, capital deepening becomes the dominant source of growth. By this, I mean the rate at which businesses are equipping their workers with capital. This capital per worker becomes the dominant source of economic growth. That's a pretty big deal, because it was always, since Solo's time, it was TFP. And then finally, there's a more provocative finding that's just a correlation, and this has been a subject of research, and which I cannot review in depth, but I'll just show you a picture in a minute, that higher rates of overall intangible investment are associated with higher levels of GDP per worker. So it seems to be the case that what's going on here is related to the level of economic development. No cause or effect intended, although there has been some research on this, and it does appear that the higher propensity to invest in intangibles may stem from factors such as the nature of customer demand as countries grow, but that is not the case for R&D. And why don't that's the picture I'm talking about, and that's a picture of brand development, brand investment related to economic growth. And why is this important to know? Well, I think we really need to know what drives R&D. And it turns out it really is not the course of economic development, but it's obviously related to it. Just real quick, if I may, this chart is something that people get real exercised over in, like, the United States or at the OECD, where they say China and Korea are just increasing their R&D so much faster than the previous leaders like Japan and the United States. And it's because they really are at a different stage of development, but it is driven by their policy. So here is China, the thick red line. Their investment rate is not really all that fast when you consider the low base from which it is coming. They are on the same course as Finland was, which continued to grow forever. You don't know when a country is going to settle into what is a steady state investment rate, which is a flat rate that you see in the United States, which is the country that is graphed here for the longest time. What you see in these lines are the years after R&D spending hit 1% of GDP, which in the United States was 1951. Okay, in China, it was 2000.
you can't use the chart that I showed you before, the chart that the OECD uses and stuff like that, and make a meaningful international comparison. You really need to chart your own course, as it were. And I know the economists here at OMPIC know how to do that right. So to conclude, the contribution of intangible capital to the growth of the economic growth and to labor productivity has been high and has even been sustained in the United States in the Great Recession, albeit at 3/4 the pace that had preceded it. We don't know anything about the other countries because these are research databases, and researchers update their databases when they feel like it. This gets back to the theme, policymakers need better data. So again, the framework was the intangibles framework was designed to better capture private business investment. We think it could even be extended to be what I call an innovation account. I wrote about that in a recent paper. But the overall lessons and conclusions, get back to the beginning and the origins. Innovation is more than ICT. Intangible investments include more than R&D. There's been much progress on measurement. Amazing, if you really think about it. Focusing on the value creation of intangibles tangible assets is strategically important for business leaders. The reporting will follow if there's any consensus. That's not the important thing. And I think for a country like Morocco, to understand that the internationalization of intangibles, really the mere ability of an MNC to come into a different country and use the same intangible assets over and over again is an important area for study, particularly quantification. And I think that's one of the ways we're going to understand growth and value creation in the developing world. So thank you very much. Merci beaucoup, Madame Corrado. Merci. Est-ce que vous pouvez garder le micro, s'il vous plaît? Voilà. Merci pour cet exposé riche et très clair. Et on va procéder tout de suite là à prendre 3 questions dans la salle. On va casser avec la modération habituelle, mais on va prendre 3 questions pour interréagir avec Madame Corrado. Et si vous voulez poser des questions sur la manière ou sur l'exemple américain, l'un des plus aboutis au monde, sur comment identifier, répertorier et capitaliser le patrimoine immatériel, autant pour les entreprises que pour les États. La parole est à la salle. Vous pouvez vous présenter, qualité et nom. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur Si Mohamed Al-Arbaoui, consultant. Thank you very much for Le Matin et l'OMPIC for this organization, and I am very, very happy and welcome and hello Corrado in Morocco. Donc, sincerely, I congratulate you for this excellent presentation. I have one question. What is the strategic for the company in USA in valuation the asset, intangible asset investment in the small and middle business in USA? Thank you very much. Let me just make sure I understood the question. It was the question, what is the strategy for a small and medium-sized business to
to value intangible assets. There's a couple of ways that are approached, that are used to approach this problem by practitioners. One of which is, first of all, is to get a good sense of what the book value of your assets are. Another, and then you have, if you have a market valuation, that might be as much as 25 to 40% higher. And if you can't account for that by your past investments, the value of your IP, the value of your customer lists, and so on, then maybe you better sell stock in your company. It might be overvalued. I mean, you should be able to, keep track of what that margin is internally, at least. It should be a return. It should reflect a market return on the money that you've spent to build that asset. I think I'm more of an economist than an accountant. So. Je prendrai une autre question. Bon, peut-être qu'on va se passer des slides. Donc, si une fois nous avons su comment on valorise le capital immatériel, comment on l'identifie, comment on le comptabilise, peut-être qu'il faudrait passer un peu du discours à l'action. Comment manager le capital immatériel, justement, comment le manager. Et c'est ce que va nous exposer M. Ahmed Bonnefour, professeur à l'Université Paris-Sud, titulaire de la chaire européenne de management de l'immatériel. Professeur. Bien sûr, absolument. Je suis plus à l'aise de vous qu'assis. Bon, bonjour à tous et Syndrome du à tous, professeur. chers collègues. Je voudrais d'abord remercier M. Maliki pour son invitation et pour l'occasion qu'il me donnait de présenter un certain nombre de points relatifs. Parce que j'avais présenté un sujet à M. Maliki, il m'a dit non, c'est trop compliqué, c'est trop universitaire de cette manière. Donc, parlons du management. Donc, le management, c'est un peu aussi un sujet vaste. Je voudrais dire avant de commencer ma présentation, rendre hommage à l'effort qu'a fait Dr Corrado et tous les travaux qui ont été faits sur la normalisation de l'investissement immatériel au niveau national, parce que c'est un grand progrès qui a été fait par les macroéconomistes, dont rêvent aussi les microéconomistes, mais qui n'ont pas encore fait. Donc, je le dis souvent aux comptables et aux institutions comptables, je crois que c'est important à noter. Alors, sur ce plan, sur ma présentation, donc, il y a 3 points importants, à mon avis, qu'il faut considérer dans le contexte de la réunion d'aujourd'hui, qui touche plus spécifiquement les actifs immatériels de propriété intellectuelle et la croissance. Le premier, évidemment, c'est l'importance du sujet et pourquoi ceci doit être considéré à la fois par les décideurs publics et privé, ce qui est le cas évidemment au Maroc. Le deuxième point, c'est un sujet très important sur lequel en fait la recherche académique travaille actuellement, mais qui intéresse les dirigeants, c'est en gros comment les immatériels fonctionnent. Parce qu'une fois qu'on a dit que c'est important, il faut montrer leur fonctionnement effectif et quelles conditions on peut les valoriser. Et troisièmement, la question centrale qui est celle du management. Alors, sur les premiers points, je pense qu'il y a différentes raisons pour lesquelles le sujet est important. J'en cite au moins deux à mon avis. Le premier, c'est la transformation des systèmes socio-économiques. Le deuxième, c'est la course à l'appropriation de la rente et des droits de propriété intellectuelle. Toutes les données, vous avez qu'à lire le rapport de l'ANPIC, vous verrez la croissance extraordinaire des dépôts de brevets et de marques, la grande appétence d'un certain nombre de grandes nations, outre la Chine, mais aussi d'autres, pour des problématiques de pays, pour se rendre compte des enjeux et de l'intérêt des travaux qui ont été faits. Et la troisième raison, c'est évidemment le caractère extrêmement ouvert du jeu concurrentiel et coopératif international. Sur les 50 dernières années, jamais le monde n'a été aussi ouvert, donc tout le monde a sa chance, et évidemment le Maroc y compris. Alors ça, c'est pour donc il y a un certain nombre de données relatives à ce point. Le deuxième point, c'est la question centrale des
des complémentarités. Alors, la complémentarité, c'est un thème qui vous peut paraître académique, mais c'est que tout le monde comprend, tout CEO, tout patron d'entreprise ou responsable public comprend très bien que pour créer de la valeur, il faut mettre les choses ensemble. Donc, il faut agglomérer les ressources et les actifs. Et la question centrale, à mon avis, c'est outre le fait de dire que ces éléments d'investissement, on vient de voir avec Carole Corrado qu'on a en gros la moitié de l'investissement, pour simplifier, qui est de l'immatériel. Donc à partir du moment où il existe cette moitié, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc la question, c'est comment cette valeur se crée. Donc on rend des questions techniques de complémentarité. Donc actuellement, on a un travail très intéressant soutenu en partenariat avec l'Institut national de la propriété industrielle en France sur la question de la création de valeur par la propriété intellectuelle. Et on s'intéresse spécifiquement aux complémentarités d'actifs. Donc en gros, dans quelles conditions les brevets et les marques vont ensemble, dans quelles conditions l'expertise, le savoir tacite, et dans quelle mesure, en fait, je dirais, d'autres actifs interviennent et en quoi ils contribuent à la création de valeur. Donc ce travail économétrique, on a montré que, par exemple, que les brevets aident à l'innovation, que la marque est souvent associée à la croissance du chiffre d'affaires, ce qui est intuitif, qu'on comprend, mais qui est extrêmement important à considérer qu'on démontre. Mais on montre aussi qu'il y a aussi des effets de substitution. Ce n'est pas seulement la complémentarité, il y a des actifs qui se substituent les uns aux autres. Il y a des conditions dans lesquelles on a le brevet qui va aller dans le sens inverse, je dirais, d'un autre actif. Sur un autre plan, outre la propriété intellectuelle, il y a un travail qui a été fait par une collègue allemande qui s'appelle Bettina Peters, qui a montré clairement que, par exemple, ça c'est très important, par exemple pour un pays pour la France, c'est très important de savoir si les investissements en formation, vous savez, en France, c'est la formation professionnelle qui coûte 30 milliards d'euros par an. Donc ces 30 milliards, est-ce qu'ils aident à accroître le capital humain ou est-ce qu'en fait c'est seulement une rente pour les syndicats qui se repartagent la rente, etc. Et donc la complémentarité d'actifs, c'est un vrai sujet. Si on veut, je dirais, développer la recherche et l'action là-dessus, et si vous êtes par exemple analyste financier, vous voulez comprendre ce qui est dans la chimie qui est important pour vous. Est-ce que c'est important sur le brevet et la marque ou est-ce que simplement, si vous prenez une entreprise comme McDonald's, de mon point de vue, l'actif le plus important, c'est la marque et le capital organisationnel. Le reste, ils prennent des étudiants, ils les forment en 2 heures, etc. etc. Donc, l'importance des actifs dans ce contexte spécifique est extrêmement importante. Alors, j'arrive sur le troisième point. Je cherche mon président, mon modérateur. C'est juste pour savoir quel temps. Il n'est pas là. Donc, non, mais par égard pour les autres panélistes. Donc, le troisième point, c'est la... Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le management. Alors moi, j'aime bien les formes, j'ai appelé mon intervention la spirale dynamique. J'aime bien comment les Japonais se représentent l'innovation. Vous savez, pour ceux qui ont lu les travaux de Naka en fait, l'innovation, c'est une espèce de spirale, vous voyez, qui monte tout le temps. On peut dire en gros, par effet d'image, que le management de l'immatériel dans une entreprise et je dirais dans toute organisation, y compris une université, c'est une spirale dynamique dans laquelle, en fait, on commence déjà par un premier point, ça c'est ce que j'avais publié dans le livre de 2003 chez Routledge, première question, c'est évidemment un questionnement. Pourquoi l'immatériel? Donc, dans une entreprise, si l'Empire veut développer son capital immatériel, je présume que M. Maliki va expliquer à ses collaborateurs pourquoi ceci, cela, etc. Donc, autrement dit, derrière cela, il y a toute la question, ce qu'on peut appeler un peu théoriquement, le positionnement dans l'espace-temps. En gros, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, ici, maintenant, mais aussi demain, etc. Toute la question de la positionnement. Donc, première question, c'est la question du questionnement. Pourquoi l'immatériel? Deuxièmement, c'est la question de la modélisation. Donc, toute modélisation est une représentation de la réalité du monde. Donc, on peut supposer que dans un monde très compliqué, probablement, la façon dont l'entreprise va se représenter son capital immatériel n'est pas seulement en forme de stock, ce qu'on appelle le capital, mais également ses éléments dynamiques. Alors, pour cela, j'avais proposé un cadre méthodologique qui a été utilisé dans un certain nombre de contextes, qui consiste à dire, en gros, la création de valeur à partir de... On crée du capital immatériel, première dimension, mais si on regarde 2 éléments théoriques, notamment de managérial, probablement nous avons des ressources et des compétences qu'on va combiner via des processus pour aller vers un output. Donc on va travailler sur ces 4 dimensions. Le capital, il est valorisé en euros, en dollars ou en dirhams, et les autres dimensions doivent être, je dirais, valorisées d'une certaine manière. Alors évidemment, ici vient se greffer là-dessus un deuxième problème qu'on rencontre. D'ailleurs, je travaille actuellement avec la SFAV, la Société financière d'analyse financière, sur un tas de sujets liés à l'immatériel, et en particulier sur la question des reporting. La vraie question qu'on a aujourd'hui, qui n'est pas nécessairement réglée, c'est si on croit le cadre de Carole Corrado Hilton ainsi qu'elle est intéressant, c'est la question des intangibles
qu'on appelle académiquement idiosyncratique, c'est en fait spécifique à un pays, à une organisation. Ce que vous disiez tout à l'heure, l'histoire du Maroc n'est pas l'histoire dans notre pays. Donc ça va conditionner un certain nombre de comportements, etc. Et donc la question, c'est que quand vous allez dire à l'extérieur des choses, donc comment vous allez le dire? Est-ce que vous allez dire un langage spécifique que vous êtes le seul à comprendre, ou est-ce que vous allez utiliser des éléments très horizontaux pour comprendre? Le cadre CHS apporte des éléments sur cette dimension. En gros, on aura une façon de mesurer la R&D, la formation, l'IT, etc. Mais ce n'est pas suffisant, évidemment, pour créer de la valeur. Il faut pouvoir rajouter autre chose. Donc la question de la mesure et de la modélisation n'est pas du tout neutre. Et probablement, on aura à la fois des éléments d'idiosyncrasie, donc spécifiques, mais des éléments horizontaux pour pouvoir se comparer, se benchmarker, etc. Donc ça, c'est pour la modélisation. Après, vient la question de la mesure et des reporting. Là, c'est un chantier immense sur lequel, en fait, on n'a pas beaucoup avancé. Et les normes FARS, de mon point de vue, n'apportent pas un progrès. Plus exactement, ils ont introduit un déséquilibre fondamental entre les actifs organiques de l'entreprise qu'ils créent en interne et les actifs qui créent par le marché. Ce déséquilibre structurel est important parce que ça veut dire en fait que la comptabilité ne reconnaît que ce qu'on achète sur le marché. En gros, notre système capitaliste global rend en fait tout jugement interne suspect. Ça, c'est une question fondamentale. Ça veut dire simplement que si en fait, ceux qui savent ce qui se passe dans l'entreprise, ce sont les managers, ce sont les collaborateurs. Ceux qui sont sur le marché, ils savent très peu de choses. Quand les analystes financiers font bien leur travail, ils passent leur temps à déjeuner avec le patron de la R&D. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les patrons de la R&D, c'est parce qu'ils veulent savoir s'il y a des technologies qui émergent, etc. Donc cette problématique centrale du caractère suspect du signal interne versus du caractère, je dirais, faiblement informé des ressources externes est un vrai dilemme, je dirais, en matière de valorisation et d'investissement pour ceux qui veulent investir en entreprise. Donc, d'où la notion de market failure, donc l'imperfection du marché. Le marché ne voit pas ce qui se passe dans l'entreprise et donc il y a une problématique centrale. Sans compter que en fait, les intangibles aussi souffrent du fait que, par exemple, si vous prenez l'investissement en formation, si vous êtes une entreprise, vous voulez former vos collaborateurs, vous trouverez, à mon avis, je ne sais pas, je passe au contrôle des banquiers ici, est-ce que la banque va financer la formation? Je dirais a priori difficilement, sauf si vous tombez sur un banquier bienveillant, prospectif, qui voit l'avenir et très familiarisé avec la question des immatériels, mais probablement difficilement vous aurez un financement. Donc ça, c'est pour la question de reporting. Alors, la dernière point sur le management, le management, c'est à la fois tout cela, mais c'est aussi des questions, je dirais, le management de l'immatériel, pour moi, c'est le dernier point. Oui, il y a 4 points. Premièrement, je dis, si je devais donner des recommandations aux exécutifs, premièrement, piloté par les complémentarités d'actifs, en particulier entre les actifs durs et les actifs soft. Donc, il y a une relation interactive importante entre les brevets, marques, dessins, modèles, etc., copyright et la partie connaissance tacite. Deuxième point, j'avais changé, mais disons qu'il y a la question du système d'incitation. En fait, beaucoup d'entreprises, tout au moins, moi je vois ça en Europe, il y a une dissonance dans ce que dit le patron et ce qui se passe réellement. Beaucoup d'entreprises, je me souviens, il y avait un journaliste des Échos qui avait donné une statistique qui m'a fortement intéressé en juillet dernier. Il a dit simplement, il y a un patron, un manager d'une entreprise qui a envoyé le plan stratégique aux collaborateurs et seulement 25% des salariés ont ouvert le mail. 25%. Donc, c'est dire en fait qu'il y a ce que disait Carole Corrado sur la confiance dans le système, dans les entreprises. Ça veut dire que les salariés ne sont pas, ils se rendent compte qu'il y a une dissonance en ce que le plan dit ou ne dit pas. Donc, il y a une question des systèmes d'incitation cohérents. Considérer la valeur donc, d'une perspective dynamique, ça c'est un point à mon avis important. Et surtout, ça c'était en fait le sujet que j'avais présenté à M. Maliki, mais qu'il a, pas refusé, mais qu'il a... tenir compte des espaces émergents de création de valeur, disons plus sérieusement, les pays émergents doivent développer leur stratégie sur des problématiques, des modèles émergents et pas sur les modèles dépassés. Ça, je dirais, c'est trivial de le dire, mais c'est important d'avoir une vision prospective de la façon dont la valeur va se créer dans le futur, un peu comme le font les pays pour le téléphone portable, etc. Donc, on utilise la dernière technologie pour émerger et du coup, on a une avance sur les autres qui ont cette espèce de legacy qui les empêche en fait de se mouvoir, etc., etc. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Vous gardez le micro pour les questions.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Je viens vers vous. Nom et qualité. Bonjour, Monsieur Ahmed Bonfour. C'est Jamal Korch, directeur de publication du magazine Innovant. Ma question, donc, c'est effectivement relative à l'innovation. Innover, donc, ça veut dire faire des risques. Donc, l'innovation, c'est toujours un risque. Ça pourrait être une perte pour l'entreprise. Est-ce que ça vaut le coup réellement d'investir vraiment dans tout ce qui est immatériel? Surtout si on parle, par exemple, de la formation. Est-ce que vraiment ça pourrait donner pour le personnel de l'entreprise des résultats positifs? Est-ce que réellement pour la recherche et développement, ça pourrait être vraiment une réussite pour l'entreprise? Et merci. Oui, parce que en fait, tous les travaux universitaires ont montré qu'il y a une relation causale entre l'investissement intangible et la productivité ou la croissance, et que sur tous les plans, c'est un point, je dirais, qui est important. Donc, de toute façon, la concurrence entre les nations et les entreprises se fait principalement sur ces ressources et pas sur les biens homogènes. Maintenant, évidemment, il est clair que ces investissements sont plus risqués que le reste. Donc ça c'est un point essentiel. Donc il y a plus de risques parce qu'il y a plus de modalités, parce que aussi la question du temps en fait, d'investissement, du retour sur investissement qui est problématique de ce point de vue. Mais de mon point de vue, oui, là, ma réponse est oui. Oui. Une autre question, s'il vous plaît? Encore non. On laisse la place à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Monsieur, on laisse? Bonjour, je me présente Moukhari Hichem du Matin. Est-ce qu'on peut valoriser aujourd'hui une entreprise comme on valorise un pays? Le cas contraire, est-ce qu'on peut valoriser aujourd'hui un pays comme on valorise une entreprise? Première question. Deuxième question, peut-être à Madame Corrado. Est-ce qu'on peut converger après vers un système, on va dire, uniformisé de valorisation des entreprises? Je pense bien sûr au patrimoine immatériel. Merci. So if I understand, the question is, can we converge to a system where, I don't know if I understood you exactly, like essentially national accounts are the sum of the companies within them. That is an aspiration. And I think that it's a pretty far away. However, you know, it's not as crazy as it sounds, to the extent that you would allow the national accountants to value things that, you know, aren't on firms' balance sheets. I mean, there's no reason why they shouldn't do that, nor is there any reason why everybody should be using the same conventions. You know, currently now in national accounts, we don't sort of think much about it, but tangible assets are depreciated at rates that are based upon academic studies, and they really don't match the tax-based approach that businesses use, and nobody seems to sort of worry about that. So I think we have to, you know, not expect things to be linked so tightly, but yes, there should be some correspondence, and that is an aspiration. Sur la première question, je pense que un pays, pour moi, n'a pas de prix. Donc c'est une valeur. On est de ce que Michel Henaf appelle du hors prix. Donc la valeur est infinie pour ça. Mais en revanche, ce qu'on peut mesurer, c'est la richesse que crée un pays. Ce qui n'est pas pareil que la valeur du pays. Donc la richesse, c'est des éléments de tangibilité de la valeur que crée un pays. Donc on valorise des ressources matérielles, des ressources naturelles et des ressources résiduelles qu'on pourrait appeler du capital immatériel. Alors pour la partie entreprise,
Je pense qu'il y a une grande hétérogénéité de méthodes. Il y a aussi des domaines qui sont plus ou moins établis. Pour l'API, propriété industrielle, il y a des travaux, etc., des méthodologies qui existent. Sur le reste, il y a pas mal. Je prends juste un point important, intéressant pour le Maroc. Il y a des expériences intéressantes dans les pays émergents. Il y a Infosys, que vous connaissez tous, qui est une grande entreprise indienne, qui a, dans son rapport annuel, il valorise le capital humain d'Infosys, en utilisant d'ailleurs une méthodologie qui a été développée par Baroclev et un de ses collègues en 1972, dans un papier publié. Il y a aussi au Brésil la BNDES. Pour ceux qui connaissent la BNDES, c'est une banque qui fait 100 milliards d'investissements par an. C'est plus important que la Banque mondiale. Et qui ont une méthodologie de pilotage de l'investissement de la banque dans les petites et moyennes entreprises. Et de surcroît, cette méthodologie est enracinée dans le système SAP. Donc en fait, ceux qui y investissent, ils n'ont pas le choix que de raisonner immatériel, etc. Donc il y a des expériences. Il y a troisième expérience, il y avait une question sur le PME tout à l'heure. Et à Hong Kong, l'Office des brevets de Hong Kong, qui a développé une méthodologie intéressante avec des images qui est plus pédagogique, qui explique aux entrepreneurs de Hong Kong l'importance du capital immatériel, etc., comment le piloter. Ils ont fait d'ailleurs un livre pour toute la sphère asiatique dans lequel des case studies. J'utilise d'ailleurs incidemment certains des études de cas dans le Master Executive MBA de l'ISCAE, donc ça c'est extrêmement intéressant. Madame Corrado et Monsieur Bonfort, moi j'ai une question que je voudrais poser moi-même. Je me suis suivi un peu à la salle. Est-ce qu'on peut comptabiliser le spirituel, le religieux, dans les richesses immatérielles d'une nation, d'un pays? Ça m'interpelle, d'autant plus que le Maroc joue un rôle de leader dans le domaine, dans le monde arabo-musulman et en Afrique. Can one account for the spiritual and religious assets of a country? I think that's very difficult, but I think I know I'm engaged in a project with many collaborators that's funded by the EU to try to value what's called public intangibles. And by this, we mean not only the organizational assets of governmental units, which I think are surprisingly not very well understood. Not surprisingly not very well understood. And having moved from a government agency to the private sector and been around the private sector for a while, believe me, I know how advanced at least my agency was. So, so that's part of it. But the other part of it is, what is the value of societal assets is what we're calling it. And by that we mean the value of the education system, the value of the health system, the value of the cultural assets, but I must say the thing we're not tackling is the value of the religious organizations. It's sort of not, but it's, I think that maybe it's something you should consider funding then. It could be valuable. Monsieur Bonfort, vous pouvez répondre? Vous voulez absolument que je dise quelque chose? Oui. Non, sur ce point important, j'ai vu, je crois que c'était à la télé marocaine, deuxième, il y avait une enquête sur le bonheur des Marocains, non? Il y avait la spiritualité comme étant le deuxième facteur après la famille. Et donc on peut probablement, moi j'ai jamais réfléchi à la question, mais probablement il y a la question, est-ce que la spiritualité apporte la confiance? À mon avis, oui, confiance et stabilité. Probablement, c'est par ce biais-là, je dirais, a priori, comme méthodologie, comment on peut intégrer. Mais j'ajouterais qu'il y a des choses qui relèvent du hors-prix. Donc, le hors-prix, ça existe. La confiance entre les gens, c'est du hors-prix. Vous pouvez avoir des indicateurs sur la confiance, mais il y a quand même des choses voilà, que vous pouvez pas tout mettre sous forme monétaire. Ça, je ne sais pas si c'est... Heureusement, oui. It's sort of like when I consider
I was listening to myself, cultural assets, I say we have to sort of distinguish between what's intangible. I mean, cultural assets are not necessarily intangible, okay, and what's incalculable. I mean, we know that if there's a natural disaster and it destroys a cultural heritage site, that that something incalculable has been lost. And I think we have to sort of leave it at that. Nonetheless, we know how much income-generating potential a cultural heritage site may have, and one can start there. But whether one is happy with that approach, I'm not sure. So. On peut laisser pour la de... On a encore 3 intervenants. Je suis désolé, après on laisse pour après. Donc on passe à M. Ahmed Rahou, président directeur général du CIH Bank et membre du Conseil économique, social et environnemental, qui va nous parler de l'importance de la marque dans le capital immatériel. Mais bien sûr, avant, si vous permettez, vous nous donnez quelques pistes de réflexion sur le travail fait par le Conseil économique et social, qui est chargé par Sa Majesté de mener avec Banque al-Maghrib une enquête sur le capital immatériel marocain. Quelques pistes. Nous savons que vous ne pouvez pas nous dévoiler tout ce que vous faites, mais quelques pistes, tout en sachant que c'est difficile pour un grand monsieur comme vous, qui dans le fonds de commerce et la pierre, de parler de l'immatériel quand même. Allez-y, monsieur. Merci, je remercie donc l'Empik pour cette occasion qui est donnée le matin. Je ne répondrai pas à la question concernant directement le travail du Conseil économique et social, puisque justement le travail est en cours, et donc tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un travail assez complexe, difficile. La question qui a été posée au Conseil revient à faire une évaluation, une valorisation de ce que peut être le capital immatériel du pays, donc avec différentes méthodes, sachant que la Banque mondiale a sorti un classement et une méthode d'évaluation. Donc le travail consiste à affiner ce qui existe au niveau de la littérature et à proposer un modèle de valorisation avec une rétrospective sur les dernières années pour voir comment ce capital immatériel a évolué et quelles pourraient être les pistes en fait, pour encore faire évoluer davantage ce capital immatériel. Donc c'est en ça que le travail est assez lourd et très, très important. D'ailleurs, aujourd'hui même, il y a une réunion qui se tient sur ce sujet. J'aurais pu être là-bas, mais comme il y avait cette manifestation, je me suis absenté de la réunion de la commission qui travaille là-dessus. Je reviens donc au sujet qui nous intéresse au niveau de la marque. Et je voudrais peut-être enchaîner sur deux choses, pour juste faire le lien d'une question qui vient d'être posée sur la valeur. On a parlé de la valeur d'une entreprise. De toute façon, c'est quelque chose qui existe. La question, parler de la valeur d'un pays, je pense que là, on doit plus parler de la richesse d'un pays plutôt que de la valeur d'un pays. Un pays n'a pas de valeur en tant que tel, mais il produit des richesses. Par contre, l'entreprise a une valeur parce qu'elle se vend, il y a des actions, elles sont cotées en bourse. Et quand vous voyez ce qui se passe en bourse, c'est assez, même pour le néophyte, ça peut interpeller. Vous voyez une action qui aujourd'hui vaut 100, demain elle va valoir 110, le surlendemain elle va valoir 90. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait cette fluctuation? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas d'une façon claire ce que vaut une entreprise, parce que c'est quelque chose qui existe, qui ne change pas du jour au lendemain. Et en fait, les fluctuations de cours ne sont jamais que la perception de l'extérieur sur ce que cette entreprise est capable de générer comme richesse dans le futur. C'est ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est les anticipations que les gens ont. La notion même d'évaluation, elle est appréhendée par la comptabilité depuis longtemps, qui s'est améliorée, puisque beaucoup de, d'ailleurs il faut les séparer, beaucoup de biens immatériels ont été évalués dans les marques dont on va parler. Parce que les marques aujourd'hui, on peut les évaluer, il y a des méthodes pour ça. Donc il y a des biens
immatériels qui ont une valeur, hein, qu'on sait évaluer. Par contre, il y a d'autres biens qu'on ne sait pas évaluer. Alors, quand on fait des études, on prend n'importe quelle entreprise, vous pouvez vous rendre compte que les fluctuations, évidemment, qui sont la répercussion des anticipations du marché ou des anticipations des investisseurs sur ce que l'entreprise peut générer comme richesse, quand vous prenez même le creux de la vague, c'est-à-dire la cotation au plus bas, sauf en cas de catastrophe, c'est-à-dire faillite ou difficulté majeure, vous trouvez qu'il n'y a jamais une valeur de l'entreprise qui descend au-dessous de sa valeur bilancielle, c'est-à-dire ce qui est tangible, ce qui est mesurable. On peut dire a priori, tout le monde est d'accord dessus. On sait que ça vaut ça, au moins. Donc ça ne descend jamais au-dessus. Par contre, ça peut monter nettement au-dessus. Et quand vous faites les moyennes, vous trouvez que la valeur bilancielle ou la valeur comptable, la valeur tangible de l'entreprise, ce qui est ses actifs tangibles, ne représente à peu près que 20, 25, entre 15 et 25% de sa valeur telle que le marché l'estime. C'est-à-dire qu'il y a 80%, 75% de la valeur de l'entreprise qui n'est pas forcément dans le bilan. Alors c'est quoi? C'est justement ça, le capital immatériel de l'entreprise. Et plus il y a de la confiance dans ce capital immatériel, plus la valeur de l'entreprise est haute. Donc il y a bien un retour sur le marché, du marché de cette évaluation. La notion même de valoriser ce capital, c'est quelque part, on peut peut-être le voir comme ça, c'est peut-être de diminuer les fluctuations. Donc ça importe même au manager de ne pas se réveiller chaque matin avec les affres, est-ce que la valeur va chuter, va monter. Donc plus on mesure, plus on reporte, plus on communique sur ce qu'on est, et plus l'évaluation ou le regard sur le reste du marché est stable. Et la stabilité pour une entreprise est une bonne chose parce que ça permet de lever des fonds et de ne pas être tout le temps soumis à la pression du marché. Ça permet de collecter des fonds dans des conditions favorables, etc. Donc la stabilité du cours est quelque chose d'important pour le manager. Donc cette évaluation du capital immatériel, on peut dire, elle est induite par ça. Ce qu'on sait mesurer, tout le monde se met d'accord dessus. Ce qu'on ne sait pas mesurer est source de spéculation, source de tension, source de stress pour le manager, etc. Alors parmi les éléments du capital immatériel dans l'entreprise sont nombreux. Sa capacité à générer à un instant donné de la richesse, sa capacité à avoir une culture forte, à être structurée, etc. Il y a des entreprises qui ont des valeurs d'abord matérielles et d'autres qui n'ont rien du tout. Enfin, c'est juste une idée, c'est juste de l'immatériel. Dans beaucoup d'entreprises de services, il n'y a que de l'intelligence ou que du service qui est offert. Et donc, c'est que de l'immatériel à 100%. Maintenant, pour aller sur l'un des composants, donc la marque, pour revenir à notre thématique, je dirais la marque, elle a cette qualité pour l'entreprise qu'elle permet deux choses. D'abord, c'est quelque chose qui permet de stabiliser, dans la création de valeur, de stabiliser une partie de la captation de la valeur. Quand on a une marque connue, reconnue, évidemment, les aléas du marché sont beaucoup moins forts que pour quelqu'un qui n'en dispose pas, qui peut être soumis à des pressions parce que les prix ont monté, les prix ont baissé. La marque stabilise la captation de valeur. Mais élément important aussi, c'est que plus la marque est forte, plus vous captez de valeur sur la chaîne tout entière. Celui qui détient la marque détient souvent 60, 70, parfois 90% de la valeur créée par toute la chaîne. Le 10% étant, c'est les sous-traitants, c'est les fabricants, c'est ceux qui apportent les services, etc. Et vous pouvez vous en convaincre en prenant les marques de luxe. La marque de luxe, quand vous avez un nom, tout ce que retiennent ceux qui fabriquent le produit à la base, c'est même pas 10% du tout. Donc c'est celui qui a la marque qui retient l'essentiel de la valeur créée dans la chaîne. Donc l'importance de la marque, et c'est peut-être pour revenir à une thématique nationale, doit nous interpeller. On voit que sur le textile, nous avons des fluctuations chez nous très importantes. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans ce volet-là. Nous ne sommes pas dans la marque, nous ne sommes pas dans les enseignes qui... On peut raisonner de la même façon. Nous sommes sur la chaîne qui juste va fabriquer la petite portion de valeur qui va permettre à ces détenteurs de marques de pouvoir le mieux valoriser. Et donc la seule politique valable en termes d'immatériel pour le pays, c'est évidemment de monter en gamme et de s'approcher de la détention de la marque ou au moins de la chaîne la plus proche de cette détention. Ce qui fait qu'il est important pour quelques industries
celle-là, les textiles, mais aussi l'agroalimentaire. Il faut savoir que la marque Huile d'Argan, par exemple, a été déposée par quelqu'un et donc elle n'appartient même pas au pays, alors même qu'elle permet de vendre. Donc on a beau produire de l'huile d'argan, ben c'est celui qui a la marque qui va, lui, en tirer le meilleur bénéfice. La marque de date Mjhoul n'appartient pas au Maroc. Donc vous voyez, on doit avoir une stratégie, là, pour revenir à des thématiques nationales, de marques, y compris des marques nationales, parce que c'est ça qui permet de capter de la valeur. Donc il est important pour toute entreprise qui est dans tous les marchés. Alors c'est soit la marque de façon stricte, c'est-à-dire quelque chose lié au produit, soit la marque au sens enseigne, au sens du nom de l'entreprise. C'est là où la valeur se crée et c'est ce qui permet, ce qui a été développé tout à l'heure, pour le manager, l'important c'est la création de valeur, mais de la création de valeur de façon durable. Il faut que ça soit pérenne. Créer de la valeur à un instant T ne veut pas dire que demain ou après-demain, on va pouvoir faire la même chose. Donc la préoccupation, c'est la pérennité. D'ailleurs, quand on a développé la thématique de la compétitivité au niveau du Conseil économique et social, on n'a pas parlé de la compétitivité de l'entreprise, on a parlé de la compétitivité durable. Qu'est-ce qui permet d'être compétitif maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans? C'est ça qui permet réellement la création de valeur de façon pérenne et donc l'amélioration des éléments immatériels dans l'entreprise. Et merci. Merci Siham Drahou. Vous nous interpellez tous en nous disant que la marque Mjhoul, la huile d'argan n'appartient pas au pays. Un pays a-t-il le devoir et le droit de nationaliser une marque, comme d'autres ont nationalisé le pétrole ou le canal de Suez? Alors, appartenir au pays ne veut pas dire appartenir au pays en tant que nation, mais appartenir à un national. Ce qui appartient aux entreprises nationales appartient au pays. Donc, la MAP, pour la nationaliser, elle appartenait à un national. Tout ce qui la richesse d'un pays, c'est la richesse de ses entreprises, de ses sujets, etc. Donc, de ce qui appartient à ces entreprises, etc., évidemment, fait partie de la richesse du pays. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Arho? Oui, madame. Bonjour, Kautar Talid aujourd'hui du Maroc. Donc, j'aurais 3 petits points à détailler. Tout d'abord, sur quelle base peut-on calculer la valeur d'une marque? Et aussi, si on veut anticiper, quelle place pourraient occuper les marques marocaines dans le capital immatériel du pays? Et sachant qu'on est une société de consommation, donc les relations changent entre produits et consommateurs, comment peut-on pérenniser la contribution d'une marque dans le capital immatériel? Alors, les méthodes pour évaluer les marques, on ne peut pas rentrer là-dessus parce que c'est un sujet technique assez poussé, mais en tout cas, elles existent, parce qu'on sait, je pense même que l'OMPIC peut développer cette thématique, peut-être à cette occasion ou une autre. Maintenant, pour les valeurs des marques marocaines, l'approche du capital immatériel pour un pays ne se fait pas par une sommation de petits bouts. Donc, ce n'est pas la somme de ce que font ou ce que détiennent tel ou tel. Donc, l'approche qui a été préconisée est une approche beaucoup plus macroéconomique et notamment, elle va toucher un certain nombre de choses qui touchent aux investissements, en innovation, la recherche et développement, etc. Donc, c'est la formation, la qualité de la formation aussi. Donc, la capacité de cette formation, ça a été dit tout à l'heure, à créer ou à ne pas créer de la richesse. La capacité, et là pour revenir peut-être même à une question qui a été posée tout à l'heure au niveau du spirituel, est-ce que les valeurs travail est promues par les valeurs du pays ou pas? Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être évaluées au niveau d'un pays. Donc l'approche entreprise et l'approche pays n'est pas du tout la même. Maintenant, pour les entreprises marocaines, je crois qu'il est heureux qu'on se préoccupe des marques, qu'on ait cette occasion de parler des marques au moins une fois par an, pour que les entreprises se rendent compte que la bataille mondiale aujourd'hui se fait là-dessus. Elle ne se fait pas sur autre chose et sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, la marque n'est plus, c'est simplement un problème d'un marché donné, c'est un problème mondial dans lequel l'approche par la maîtrise des circuits de distribution et la maîtrise des marques est quelque chose de fondamental qu'il faut regarder au niveau national et international. L'approche du pays, par exemple, par rapport à l'Afrique,
subsaharienne, puisque c'est une démarche stratégique qui est très importante, ben, si elle n'est pas accompagnée par une reconnaissance de ces marchés des marques marocaines ou des marques de ceux qui veulent les promouvoir, ben, elle peut être à tout moment évacuée, contrée par d'autres. Mais par contre, vous allez dans un pays, vous installez votre enseigne, vous installez votre marque, là vous êtes sûr d'avoir une présence durable et une présence extrêmement forte. Encore une question? Monsieur? Merci. Lamri Fouad, je suis directeur de l'École supérieure de création et de mode. Moi, j'ai une question par rapport à votre intervention, Serhou. Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc dispose d'indicateurs qui amènent à avoir de création du savoir sur où va le pays? Ou, à l'instar, on pourrait prendre des batteries qui existent ailleurs dans le monde et le rating au niveau des entreprises, le rating au niveau du pays, pour qu'on puisse déjà avoir un système qui puisse nous permettre de se comparer et d'améliorer ce que nous faisons. Alors, des mesures existent, des indicateurs. En fait, dans les travaux qui sont faits actuellement, parmi les benchmarks qui ont été faits, c'est de voir dans les politiques des pays, sur ce regard du capital immatériel, quels sont les indicateurs qui sont suivis de façon régulière. Il y a des exemples assez intéressants en Allemagne, en Australie, etc., où une batterie d'indicateurs ont été mis en place et qui permettent, dans ce que vous dites, qui permettent de savoir si les choses évoluent. En fait, l'essentiel, c'est de mesurer dans quel sens on va. Est-ce que ça va vers l'amélioration ou vers la dégradation ou vers la stagnation, avec un niveau de satisfaction. Donc ces indicateurs, je pense personnellement que le Maroc a tout intérêt à les mettre en place, à les rendre publics pour que le débat, parce que tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, doit reposer sur une information la plus large possible. Donc il ne s'agit pas d'indicateurs qu'il faut suivre dans un coin, c'est des choses qui sont partagées par tous, qui sont connues, pour savoir que ça mobilise les gens et ça permet d'aller dans le même sens. J'espère en tout cas que les travaux qui sont faits actuellement par le Conseil économique, mais il y a d'autres organes qui travaillent là-dessus, permettront d'affiner un peu plus ce type d'indicateurs. Merci, M. Rho. Je cède la parole à M. Adil Maliki, directeur général de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, qui va nous parler, bien sûr, de la propriété industrielle, actif immatériel au service du développement, tout en sachant qu'on vient de comprendre que la marque a un créateur, une histoire, un nom, donc il a un vécu. Merci beaucoup. J'espère que le projecteur va marcher. Sinon, je vais penser que c'est un coup de mes collaborateurs là. Bon, de toutes les manières, je vais commencer sans projection. Il y a quelques écrans latéraux. On pourra voir, si jamais ça ne marche pas, on pourra voir les slides. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit au niveau de la... C'est pas grave, il y a les latéraux. Voilà. On va faire ça. Donc, je ne vais pas revenir sur les définitions de l'actif immatériel. Je crois qu'il y a d'éminents experts qui connaissent le sujet mieux que moi. Moi, j'ai pris quelque chose dans la littérature qui définit un peu les ensembles. Je crois que ça correspond plus ou moins à la méthode CHS qui a été élaborée et décrite par Madame Corrado et ses collègues. Et il y a un ensemble important où la propriété industrielle fait partie de cet ensemble important. Donc ça, il faut le retenir, je crois que ça a été dit. Et notamment en ce qui concerne le secteur entre guillemets marchand, les entreprises, c'est un élément fondamental dont il faut tenir compte. Quelques statistiques, je suis désolé, ce n'est pas très net, mais quelques statistiques. C'est la part du poids de l'immatériel qui est de plus en plus grand. Également, c'est ce que j'ai pris dans les littératures. Et vous allez voir, ça dépend un peu des secteurs. Donc, dans un certain secteur, ça peut approcher les 90%. Le secteur du luxe a été notamment indiqué. D'autres secteurs qui sont plus capitalistiques, pétrole et gaz, ça reste au-delà des 50%. Mais grosso modo, 60% de la part d'une entreprise, selon un certain nombre d'estimations, il y en a plusieurs,
et l'immatériel. Alors, on a parlé de la situation du Maroc. Où en sommes-nous? Certains de mes prédécesseurs ont évoqué les statistiques au Maroc. Nous sommes dans un train d'haussier. Au niveau des dépôts de brevets, des dépôts de marques, j'en parlerai plus tard. Ce qui est également intéressant, c'est que la part nationale des dépôts de brevets augmente. Donc, commence à y avoir au niveau national un certain intérêt des entreprises, des universités, des chercheurs. C'est idem au niveau des marques. Je dirais même qu'au niveau des marques, et je montrerai des comparaisons au niveau international, c'est plus prononcé. Je crois parce qu'effectivement, la marque est un élément de la propriété industrielle qui est plus accessible pour l'entreprise. C'est peut-être le plus accessible pour l'entreprise. C'est comment faire connaître mes produits à mes consommateurs, alors que d'autres outils, je parlais tout à l'heure également du design, mais surtout du brevet, nécessitent au moins un certain, si vous voulez, certains moyens technologiques, un certain savoir-faire, etc. Alors en termes d'indicateurs, le Maroc, je pense qu'il est dans ce domaine assez bien classé, si on compare avec d'autres classements dans notre domaine. Le Maroc est au niveau mondial 22e en termes de marques rapportées au PIB. Si on prend le nombre de marques marocaines, on divise par le PIB, on se retrouve 22e. Ce sont des classements, même au football, on commence maintenant à rêver de ce genre de classement. Donc 22e, c'est un très bon classement. En matière de brevets, on est au 63e. Ça reste quand même assez honorable. Et donc, on a été classé dans le Global Innovation Index l'année dernière, 84e. J'ai donné quelques autres pays à titre indicatif que vous allez voir au niveau du slide. Je vais passer un peu ces pays et montrer quelques comparaisons au niveau international. Donc, au niveau des brevets, par exemple, ce qui est intéressant, c'est un peu regarder un comparatif. À peu près 1000 brevets, c'est les chiffres de 2013 au Maroc. La Malaisie, un pays connu comme pays émergent, je dirais qu'ils ne sont pas très loin devant nous. Ils font 3 fois plus de brevets que nous. Et ce qui est intéressant, c'est la part, si vous voulez, au Maroc, des déposants nationaux qui est en train d'augmenter au fur et à mesure. Donc ça, c'est un élément intéressant. Et également, vous pouvez voir ici, si vous voyez, le taux d'augmentation. Donc le Maroc fait partie des pays où il y a une progression. Donc nous sommes sur la bonne voie. Est-ce que c'est une question de vitesse? Est-ce que c'est une question? Ça, ce sont des choses à creuser. Ça, c'est en matière des brevets. Et en matière de marque, vous avez là un document qui montre un peu, si vous voulez, l'activité marque dans un certain nombre de pays. Donc cette carte du monde, et vous voyez dans une région qui est considérée comme une région d'avenir, qui est l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est vrai, c'est la région où il y a le moins de couleurs, mais ça, il y a plus de marge de progression. Vous allez voir qu'il y a quelques pays qui sont plus foncés que les autres. Et je pense que c'est là, ça veut dire que les choses bougent. Ça veut dire que là, nous avons si on considère qu'il y a une compétition régionale, nous avons une fenêtre où on peut commencer à faire valoriser nos actifs immatériels, en l'occurrence nos marques. Et donc vous voyez que dans la région Afrique, Moyen-Orient, il y a le Maroc, l'Arabie Saoudite, le Nigeria et l'Afrique du Sud qui semblent être les pays où un peu cette activité marque se développe le plus. Vous pouvez voir un certain nombre de pays qui sont les plus avancés, bien évidemment aux États-Unis d'Amérique, un pays qui maintenant se retrouve parmi les premiers pays innovants du monde. Et ça, peut-être, on a encore quelques réflexes, je dirais, du passé, c'est la Chine. La Chine, maintenant, dans beaucoup de domaines, sont en train, et on l'a vu dans les slides de Mme Corrado, la Chine, la Corée, sont en train d'investir le capital immatériel, et on le voit dans ces cartes. Bon, je passe un peu, si vous permettez, les statistiques. Et dans les dessins et modèles industriels, et là aussi, nous avons une énorme fenêtre de tir pour nos entreprises, vu également notre patrimoine en la matière. Nous sommes un pays d'artisanat, nous sommes un pays où les choses, nous avons cette culture de visuel, etc. Il faudrait peut-être également que nos entreprises, nos PME, dans leurs produits, ils fassent ressortir un peu ces designs, ce côté un peu qui est reconnu au niveau international. Et donc également, donc si on prend la région, on retrouve un peu les mêmes pays, hein, Maroc, Nigeria, Afrique du Sud, dans le continent africain.
Alors bon, voilà un peu, si vous voulez, c'est la situation. Où est-ce que nous en sommes? Je peux dire que nous sommes dans un degré d'avancement où on peut dire que nous ne sommes pas mauvais. Nous sommes relativement bons au niveau régional, mais nous avons une marge de progression. Alors, est-ce que la propriété industrielle contribue aux résultats économiques du pays? C'est un peu le but de l'exercice. Certains pays ont commencé à travailler sur ça. Je ne connaissais pas l'exemple de Hong Kong, donc je vais m'approcher de mes homologues chinois. Donc on va avoir une visite de l'office chinois dans quelques semaines. Je sais qu'ils ont un office à part à Hong Kong. On va essayer de leur demander de nous donner ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, on a vu quelques exemples, pas très loin de chez nous, en Europe. Il y a eu une étude qui a été faite. Je vais essayer d'aller vite vu les impératifs de timing, mais juste donner quelques résultats. Donc, ils ont essayé de démontrer dans des secteurs, ce qu'ils ont appelé des secteurs à forte intensité de droits de propriété industrielle. Des secteurs où il y a beaucoup de marques, beaucoup de design, etc. Ils ont trouvé que dans ces secteurs, il y a, si vous voulez, une amélioration de l'évolution de la valeur ajoutée par rapport à d'autres. Ce qui rejoint un peu ce qui a été fait au niveau macroéconomique, je pense. Donc, dans des secteurs, en utilisant des données d'entreprise, des marques qui existent, ils ont vu qu'il y a un impact meilleur au niveau d'un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques, la valeur ajoutée, les emplois, la part du PIB, les exports, etc. Donc, je vous passe un peu les détails. La même chose s'est faite dans un pays voisin qui est l'Espagne. Donc, et spécifiquement sur les marques, vous savez que l'Espagne ont développé beaucoup de marques récemment, notamment dans le domaine du textile, ce que disait Sergio. Et donc, ils ont vu également qu'il y a eu une répercussion positive des marques. Donc, selon une étude, moi, je ne rentre pas dans je ne suis pas un économiste, je ne connais pas les méthodes qui ont été utilisées, mais le résultat étant qu'il y a un impact positif sur leur économie. Donc, là où les gens savent utiliser les marques, il y a un impact positif. Alors, quid du Maroc? Nous sommes au début, nous nous sommes rapprochés des éminents spécialistes en la matière, on est en train de discuter. Et donc, sur cet aspect précis, est-ce qu'il y a un impact? Des premiers calculs que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de travailler sur ça, on reviendra vers vous plus tard. Il y a des tendances qui se dessinent. Alors, la causalité, cause à effet, etc., demande bien évidemment des études plus précises, mais certaines tendances au niveau du stock de marques par rapport à certains éléments, la production, la valeur ajoutée, la part export sur production, etc. Quelques tendances sont là dans le secteur industriel, dans le secteur du commerce et également dans le secteur du service. Nous sommes en train d'affiner tout ça pour voir un peu ce qu'il y a. Donc, à côté de ça, peut-être avant de rendre le micro, un dernier point, parce que la question a été posée. Je voudrais que vous informer que dans quelques semaines, nous allons produire pour la première fois une évaluation des grandes marques marocaines par un cabinet qui fait ça au niveau international. Et donc, nous aurons, je ne vais pas citer de marque, nous aurons une marque Intel. Et quelle est la valeur de cette marque Intel? Par exemple, la marque maintenant qui a la plus de valeur est la marque Apple. Donc, selon certaines méthodes, ça a été valorisé à des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Que la marque. Je ne parle pas de tous les actifs. La marque elle-même, qui souvent dépasse de loin la moitié et même plus dans ce secteur de la valeur de l'entreprise elle-même. Donc nous allons faire le même travail selon ces mêmes méthodes pour nos 50 marques plus grandes marocaines. Vous les allez voir, ça va être intéressant. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Merci M. Maliki. Nous allons attendre avec impatience ce hit parade des marques marocaines. La parole est à la salle. Je prendrai une question. Oui. Monsieur Hayani, directeur stratégie éducation, au niveau éducation. Monsieur Melki, donc juste pour poser la question à vous et à l'ensemble des collègues, un grand merci pour ces exposés vraiment très pertinents et qui ne sont pas, je pense, encore très clairs, sincèrement, au niveau du Maroc. Ce n'est pas encore très clair. Il y a encore des questions qui se posent. Désolé. Alors moi, je pose la question par rapport à la causalité, c'est-à-dire la finalité de l'immatériel. Quelle est vraiment la finalité que nous recherchons dans la société, même pour le Maroc. Donc une question, si vous voulez, à double dimension. D'une part, quel est l'impact de l'immatériel par rapport à l'individu, notamment la part du PIB, la part de la richesse collective sur l'individu, donc au niveau social, au niveau économique. Je pense que c'est vraiment l'handicap de notre pays. Qu'est-ce que prend l'individu quelconque? Et puis la seconde dimension, c'est
la place du capital social et humain dans les matériels. Est-ce qu'on peut booster le capital immatériel par le social et par l'humain, et par le capital humain? Je pense que ce que nous sommes peut quand même soit handicaper, soit booster cet immatériel. Voilà un peu les deux dimensions de ma question. Encore une fois, un grand merci. Je pense que je suis le moins compétent dans ce panel à répondre à cette question. Donc juste, je voudrais vous dire une chose, mais je vais bien sûr passer le micro. Là, je suis compétent à passer le micro, ne vous inquiétez pas. Je vais juste dire un petit mot par rapport aux marques et à la propriété industrielle. Et nous, au niveau de l'Olympique, comment nous voyons ça? Franchement, je vous le dis, nous avons au Maroc, je ne fais pas de la publicité, nous avons un très bon système de propriété industrielle. Donc le législateur, nous avons une vision depuis plusieurs années. Heureusement, nous avons énormément de vision. Et ça, c'est une richesse et un capital immatériel, la vision qui existe au Maroc. Et en matière de propriété industrielle, nous avons un très bon système. Est-ce que ce bon système va être uniquement utile? C'est vrai, c'est très important l'investissement extérieur. C'est très important de conforter un investisseur qui vient avec, si vous voulez, un investissement notamment technologique parce qu'il va rehausser, si vous voulez, et augmenter dans la chaîne de valeur. Mais est-ce que nos entreprises ne vont pas profiter de ce système pour se développer et pour aller dans de notre marché? C'est un peu ce qu'on essaie de faire en montrant de bons exemples, etc. Donc voilà, moi je passe peut-être la parole à peut-être Sergio et on fait le... Peut-être Madame Corrado, vous êtes... That was a very good question, if I understood it, but it sort of really had to do with what sort of feedback mechanism is there from the production of intangibles to growth itself. I think the way I usually think about the recognition of intangibles and of their importance is that, you know, it's sort of a dominant form of capital in today's business. If you think of what they are and how they get produced, they all require, professional talent or creativity in one way or another. So we usually associate that, okay, with highly skilled people or highly educated people, or people who have the ability to exercise their creative, have the environment in which they can exercise their creative ability. So, you know, those are all conditioned on an educational system, on upward mobility, on the management within the ranks of companies to recognize people and promote them and train them. Capital is endogenous, these forms of capital generate returns, however uncertain their investments may be, and I think, you know, you just can't ignore with the benefit that the returns to that capital are going to bring. So it sort of seems self-evident. What was the question? So, juste comment répondre à la question? En fait, il y a deux éléments dans la réponse. L'aspect sémantique, qui est l'immatériel. Son caractère, l'immatérialité en elle-même est un problème sémantique. Donc, mais j'ajouterais que l'immatériel est partout. De manière concrète, si on regarde la plupart des pays, tous les pays ont des programmes soit nationaux, soit régionaux. Donc actuellement, je prends le cas de la France. Il y a dans le secteur public, il y a une agence qui travaille spécifiquement sur la valorisation des actifs du secteur public. Prenez par exemple un hôpital qui a développé un logiciel pour traiter un tas de choses, mais il n'est pas équipé du fait des règles administratives, etc., à valoriser cette connaissance dès lors qu'il s'agit d'aller sur le marché, etc. Regardez, par exemple, la question du tournage. Il y a une proximité quand même entre la France et le Maroc, et l'aspect culturel, qui est entre autres. Donc, il y a l'aspect, et la culture, par exemple, c'est un vrai sujet. Donc, la France dispose d'un tas de savoir-faire intéressants pour lesquels on n'a pas de méthodologie, et du surcroît pour lesquels ceux qui décident n'ont pas la
je dirais, l'avancée mentale nécessaire pour dire qu'il y a ça de la valeur. Donc il y a des travaux intéressants. Il y a un rapport qui a été fait sur la valorisation de savoir-faire. Par exemple, tout le savoir-faire pour les fouilles, dans les océans, pour chercher des choses, des archives, je dirais, pour des biens historiques, etc. Ce genre de choses. La France a un savoir-faire unique. J'ajouterais que regardez aussi toute la discussion qui a eu lieu au moment du contrat entre Louvre Abu Dhabi et la création de Louvre Abu Dhabi sur la valorisation de la marque Louvre. À quel prix on valorise cette marque, comment on gère un contrat. Donc il s'avère quand même qu'Abu Dhabi a payé 1 milliard d'euros, ce qui n'est pas rien, au Louvre. Donc 400 millions d'euros pour l'usage de la marque sur 30 ans. C'est pas... Donc, alors que la Sorbonne à Abu Dhabi n'a pas, de mon point de vue, n'a pas touché un centime. Donc ça, c'est, vous voyez, la distance entre le... Donc tous ces problèmes sont intéressants. Et alors, deuxième chantier important, pour être très concret, c'est les aspects régionaux. Il y a beaucoup de régions qui se posent la question. Pas plus tard qu'il y a la semaine dernière, j'ai eu une réunion avec le président du comité des régions, qui est un Finlandais, Marco Markula, sur la valorisation des capitales des régions en Europe. Donc il y a toute une question intéressante sur la façon d'approcher la question, la façon de valoriser ces éléments, que ce soit des éléments relativement classiques de type R&D, formation, mais plus important encore, les institutions régionales. Donc les institutions, c'est un élément important du capital immatériel, etc. Donc tout ça, ça fait un chantier immense et je présume que le citoyen comprend quand même que ces éléments-là sont importants, mais s'il ne le comprend pas, il y a peut-être de la pédagogie à faire, etc., ce que fait le Maroc. Merci. Merci, mais avant de passer la parole à M. Mounir Jazouli, président du groupement des annonceurs du Maroc, Sil Maliki, vous nous avez mis l'eau à la bouche en nous parlant d'un classement de marques marocaines. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Franchement, j'ai absolument rien annoncé aujourd'hui, mais juste par rapport à la méthodologie, si vous voulez. Et je vais vous dire quelque chose également d'intéressant, peut-être pas lié directement à la question. Donc, il y a certains cabinets, selon des méthodologies, après, si vous voulez, au niveau méthodologie économique, jusqu'à quoi c'est juste, etc. Bon, il y a des méthodes selon des normes, etc. Il y a donc plusieurs cabinets, je ne vais pas leur faire la publicité de ceux qui travaillent avec nous, mais si vous voulez, ce qu'ils sont en train de faire, quelle est l'idée, c'est que ce que ça a été dit, dans les bilans, il y a uniquement ce qu'on achète. Souvent, on arrive difficilement, et heureusement qu'il y a eu le framework CHS développé notamment par Mme Corrado, c'est pour essayer d'inclure un certain nombre de choses et pour pouvoir les calculer. Et souvent, et nous, moi je le dis souvent parce que nous, l'Olympique, nous sommes, vous m'avez donné la parole, je serais un peu bavard, mais désolé. Nous, l'Olympique, nous sommes également, financièrement, on est autonome, on paye l'IS, etc. Et quand on vient de déposer notre liasse fiscale comme toutes les entreprises, et qu'en regardant le bilan, je trouve qu'au niveau des actifs immatériels, on a Epsilon. Si quand même, nous, l'Olympique, on fait la promotion de tout ça, on a énormément de choses, de bases de données, etc. Mais si on calcule de point de vue financier, c'est Epsilon. C'est inconcevable. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un besoin. Donc, ce que nous avons fait, c'est selon des méthodes, si on n'était pas détenteur de la marque, qu'est-ce qu'on paierait pour l'avoir comme royalties? C'est un peu la méthode qui a été faite. C'est sur la base de ce concept. Et donc, nous aurons le classement. Donc, je vais prendre un produit. Si le détenteur n'était pas, on vient de voir Abu Dhabi combien ils ont payé pour le Louvre. Donc, si la France n'est pas détenteur de le Louvre, on peut imaginer qu'elle aurait payé cette valeur pour avoir le Louvre. Donc, la valeur du Louvre est de temps. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais bon, un peu l'élément. Et c'est ce qu'on va sortir. Je n'ai pas d'idée sur le classement. C'est en cours, mais c'est ce qu'ils vont faire, qui est très intéressant, ces gens-là, et on l'avait présenté il y a 2 mois. Est-ce qu'on a une idée de la date? C'est sur les pays. Ça va être au début mai, on va l'annoncer tout à l'heure. Ce qu'ils ont fait également, c'est un peu sa relation avec les pays. C'est ce qu'on appelle le country branding. La valeur de la marque pays. Parce qu'un certain nombre de pays, je vais citer l'Allemagne par exemple, qui est le numéro 1 au niveau du ranking, pas sur la valeur, mais sur la valeur qualitative de la marque, juste le fait de savoir que c'est un produit allemand, le consommateur a tendance à l'acheter. Donc ces gens-là ont essayé de développer des méthodes pour qualifier la qualité de la marque pays. Et je peux vous dire que le Maroc agit très bien. Et ça veut dire que nous, on se sous-estime. Je vous assure, au niveau international, le Maroc a une connotation positive. C'est le pays qui a le plus progressé cette année. Donc on a tendance parfois à se
sous-estimé. On a un peu cette tendance. Donc le message, surtout aux entreprises, véhiculons nos valeurs dans nos produits. Je pense qu'on va gagner même financièrement. Et voilà, j'arrête là. Merci, c'est Maliki. Il est rare que j'interpelle un banquier. Donc j'ai le plaisir d'appeler à la barre M. Mounir Jazouli pour intervenir sur la marque révélateur des actifs au service de développement. C'est un PDG. C'est beaucoup. C'est pas un simple banquier, c'est un PDG. C'est quand même l'une des figures emblématiques du secteur bancaire marocain quand même, il faut le reconnaître. Alors, c'est toujours un plaisir de contribuer aux conférences et aux séminaires de l'Olympique. Je remercie Adil Maliki et toute l'équipe. Aujourd'hui, le plaisir est double puisque c'est co-organisé avec nos amis du groupe Maroc Soir que je remercie également. Je remercie groupe Le Matin. Groupe Maroc Soir, groupe Le Matin. Oui. Le Matin. C'est une nouvelle marque que je remercie. Alors, je pense que mes collègues panélistes ont bien fait le tour du sujet. Je vais essayer, en tant que marketeur et en tant que représentant des annonceurs et des marques marocaines, d'apporter quelques compléments d'informations liés directement à la marque. Je vais zoomer sur la marque. Et je commencerai par une première question. La question qui se pose, c'est quelle est la mission d'une marque forte? Attirer les consommateurs, fidéliser les ressources internes, fidéliser les clients, développer la valeur d'une entreprise. Et pour une marque commerciale, la première réponse spontanée, c'est qu'une marque forte, puissante, commerciale, sert à développer le business, sert à accroître le chiffre d'affaires et les ventes. Alors les entreprises investissent de plus en plus énormément dans le design, dans la publicité, dans le marketing, dans le CRM, dans les relations clients, dans pas mal d'actions et d'initiatives, dans le but de développer des marques fortes. Mais la majorité de ces entreprises négligent généralement l'utilisation effective et la valorisation du plus précieux actif dont ils disposent, qui est l'actif immatériel et plus particulièrement la marque. Alors le monitoring des performances de la marque doit constituer une préoccupation majeure aujourd'hui des marketeurs plus que jamais, au-delà de l'évaluation qualitative que nous avons tous l'habitude de voir au niveau d'évaluation des marques. La valorisation financière des marques est considérée aujourd'hui comme le nouveau pont ou passerelle, au point de contact entre les deux mondes du marketing et de la finance. Et il permet d'évaluer la contribution de la marque dans la croissance de l'entreprise. Il faut dire qu'il y a quelques années, les financiers ont eu un coup d'état sur les marketeurs, c'est ce qu'on a tout le temps tendance à dire, nous, publicitaires et marketeurs, parce que passé le moment où on était plus des marketeurs artistes, où on ne se souciait pas des chiffres, on ne se souciait pas de l'efficacité chiffrée et quantifiable des campagnes, on était plus dans une optique artistique de valeur, on va dire, artistique, on parlait au cœur, on racontait des histoires. À un certain moment, on a eu un coup d'état des financiers qui ont commencé à nous obliger à quantifier tout ce qu'on fait, qui nous ont obligés à donner, à faire du reporting pour prouver l'efficacité pour l'entreprise de ce que nous faisons tous les jours, et surtout pour prouver le retour sur investissement des millions de dirhams qu'on dépense tous les jours. Alors, il devient donc nécessaire de reporter cet actif immatériel incorporel dans les états financiers pour donner aux actionnaires et aux investisseurs et à ces financiers une image fidèle des sociétés. Et pour ce faire, il faut qu'on ait un dialogue permanent entre marketeurs, financiers et même présidents, DG et dirigeants pour les sensibiliser davantage sur les marques et sur les actifs incorporels en général pour mieux apprécier la valeur des entreprises, pour mieux apprécier la valeur de ce qu'on fait tous les jours. Alors cette tendance et prise de conscience générale a été confortée par l'introduction des normes IFRS, je pense que mes collègues en ont parlé tout à l'heure, avec toutes les difficultés qui persistent encore. Et ces normes, il faut le dire, reconnaissent quand même plus d'actifs immatériels et soulignent le caractère stratégique de ces actifs immatériels, mais également par la nouvelle norme ISO 10668. Alors c'est une norme qui a été publiée en septembre 2010 et qui est la première norme ISO relative qui constitue, on va dire, le premier référentiel dédié à l'évaluation financière des marques. Alors aujourd'hui, je vais essayer juste de donner un peu les grandes lignes des méthodes d'évaluation de marque. Il existe 3 grandes approches d'évaluation qui sont utilisées avec une adhésion de tout le monde. Alors la première, c'est une approche par les coûts. Cette approche se base sur la somme pondérée des charges et investissements engagés pour créer une marque ou l'estimation des coûts et investissements qui seraient nécessaires pour recréer une marque équivalente. Alors c'est une approche qui est beaucoup plus pertinente pour les marques nouvellement créées au vu de la difficulté de sa mise en place pour des marques existantes, parce qu'on a toujours des difficultés à pouvoir quantifier tout ce qui a été investi pour développer, pour créer une marque et pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Alors la deuxième approche, c'est une approche par les revenus. Cette approche se base sur l'actualisation des cash flows
généré par la marque, c'est-à-dire le volume de vente supplémentaire ou le différentiel de prix qu'un consommateur est capable de payer pour acheter un produit d'une marque au lieu d'un produit sans marque. Alors, c'est la deuxième approche. La troisième approche, c'est une approche du marché. Et c'est l'approche la plus courante, on va dire. C'est une évaluation qui s'appuie sur la comparaison avec d'autres marques équivalentes ayant fait l'objet d'une cession ou d'une transaction récente dans un marché qui est similaire au marché dans lequel opère cette marque. Alors, bien que la norme ISO 10668 recommande l'approche, la troisième approche qui est la plus courante, l'approche des revenus, il faut dire qu'aucune de ces trois approches n'est totalement satisfaisante pour l'ensemble des secteurs, pour l'ensemble des pays, pour l'ensemble des catégories, on va dire, de marques. Il faut absolument comprendre le business, le modèle de l'entreprise, l'historique, le marché, l'environnement, la protection juridique qui est très importante pour bien identifier les leviers de création de valeur pour une marque ou pour une autre. Alors, je vais passer à un deuxième point aussi que je voudrais partager avec vous, c'est le classement mondial des marques. Et je complète ce que vient de dire M. Adil Maliki. Alors, on aura la chance cette année d'avoir un classement pour la première fois de marques marocaines. Les classements de marques au niveau mondial existent depuis des dizaines d'années. Il y en a plusieurs. Ce n'est pas pour faire de la publicité, mais c'est des méthodes et c'est des cabinets, on va dire, qui font référence dans le monde entier. La première, c'est Brand Finance. La deuxième, c'est Millward Brown. Et la deuxième, c'est Interbrand. Alors, celle qui est la plus répandue, la plus reconnue, c'est Brand Finance. Le top 10 mondial 2015 qui vient de sortir il y a un mois, sur la valorisation des marques, est dominé par les marques de technologie et télécom. Alors, on retrouve Apple en premier, Samsung, Google, Microsoft, Verizon, AT&T, Amazon, General Electric, China Mobile et je passe. Alors, je précise juste un chiffre qui a été cité tout à l'heure. La marque Apple est valorisée à plus de 128 milliards de dollars, juste la marque, indépendamment de tout l'actif matériel de l'entreprise. Alors, pour revenir à notre région, la première marque africaine dans le classement est la marque MTN. C'est un opérateur télécom nigérien qui est au niveau 302 au niveau mondial. Et c'est la première africaine dont la marque est valorisée à plus de 4 milliards de dollars. Avec Etisalat STC de l'Arabie Saoudite qui est au rang 240 au niveau mondial. C'est les deux seules marques de notre région, on va dire Afrique, Moyen-Orient, présentes dans le top 500 global mondial. Alors, un constat important, il y a de plus en plus de nouvelles marques puissantes. Facebook et Twitter, par exemple, ont réalisé les meilleures évolutions entre 2011 et 2015. Et on assiste de plus en plus, c'est un point très important qui nous donne de l'espoir, même pour les petites marques, les TPE, les PME, on assiste à une baisse considérable continue de la moyenne d'âge des marques dans le top 100. On est passé de 84 ans de moyenne d'âge en 2006 à presque 60 en 2014 et ça va s'accélérer davantage. Alors, et si on revient au Maroc, un constat malheureux, enfin qu'on a répété à plusieurs reprises dans le cadre des Morocco Awards, dans le cadre de ce qu'on a fait pour la contrefaçon, du club des marques et tout ça, nous exportons des produits de très bonne qualité, nous exportons énormément, mais nous exportons en brut, nous exportons de la matière première ou nous exportons des produits et des services, enfin on va plus se concentrer sur des produits sous marque distributeur, c'est ce qu'a dit M. Rahou tout à l'heure, c'est le détenteur de la marque qui va profiter de la valeur ajoutée de ce qu'on produit localement. Alors, nous n'avons malheureusement pas, avec tout ce qu'on a comme capital immatériel, de grandes marques marocaines puissantes, connues à l'échelle mondiale. Il y en a quelques-uns, il y en a quelques essais, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas suffisamment. Il faut qu'on s'active tous et qu'on milite tous pour en faire. Alors, les seules marques, juste pour revenir au classement de Brand Finance, les seules marques marocaines figurant sur le classement, ça se trouve que c'est des marques bancaires, figure sur le top 500 des marques bancaires, pas le global, donc vraiment le top 500 bancaires. Et les trois marques, c'est Attijari en premier, c'est Banque Populaire en deuxième et Bense Bank en troisième. Alors j'ai le rapport ici et figure entre le rang 340 et le rang 480 presque. C'est les trois seules marques marocaines présentes dans l'un des classements de Brand Finance. C'est un bon point pour le secteur bancaire marocain dont le rayonnement à l'international, et on le voit très bien, a été payant et a fait du Maroc le premier pays en termes de croissance de la valeur des marques bancaires dans le classement. Et ça aussi, c'est une fierté, il faut le souligner. Certes qu'on est loin, certes qu'on a encore beaucoup de choses à faire, mais si on fait ce rapport et l'autre rapport des top 500, on va se rendre compte que le Maroc est le premier pays ayant le plus évolué entre 2014 et 2015 au niveau de la valorisation des marques, au niveau de l'arrivée des marques dans le classement. Certes,
on est encore loin, mais on a une vitesse d'évolution qui est beaucoup plus rapide que les autres. Alors je cite le texte du dernier communiqué de presse du cabinet Brand Finance. Je cite, plusieurs marques bancaires issues de pays émergents ont réalisé une forte progression cette année. Au niveau des changements de classement par rapport à l'année dernière, le top 10 des pays ayant le plus évolué constitue du Maroc, plus 98%. C'est énorme. En deuxième lieu, l'Inde, plus 61%. En troisième lieu, le Nigeria, plus 52%. En quatrième lieu, les Émirats arabes unis, plus 45%, et j'en passe. Alors, cela démontre que nous avons un grand potentiel, certes, mais que nous avons surtout un long chemin à parcourir pour créer, développer des marques marocaines puissantes capables de rayonner à l'international. Merci. Merci, Si Jazouli. Avant de clore, oui, nous passons à la salle. Je prendrai bien 3 dernières questions pour des gens qui n'en ont pas posé. Je commence par les dames. Salam alaikum, bonjour, Mariam Louafi, je suis chef d'entreprise et présidente de l'association Entre elles des femmes chefs d'entreprise de la région Souss Sadra. On remarque l'apparition de quelques marques locales liées aux produits de terroir, à certaines entreprises de services, mais qui ont du mal à valoriser leur patrimoine et leur marque. Que ce soit au marché au niveau régional, national et international. Alors ma question est à l'Olympique, est-ce que vous avez une stratégie d'accompagnement de ces petites entreprises, moyennes entreprises, pour qu'ils valorisent davantage leur marque? Comment cet accompagnement est proposé s'il en a? Et aussi, qu'en est-il de ce défi que vous avez parlé au niveau international, cette présence de marques marocaines au niveau international reste très difficile, limitée, inaccessible et très chère. Est-ce que nous avons une vision globale? Comment on peut accompagner, que ce soit les petits ou les grands, sur cette démarche? Merci beaucoup. Voilà, merci. Donc, question directe. Je vais essayer d'apporter une réponse directe. Si vous voulez, par rapport aux marques, entre guillemets, émergentes ou locales d'avenir, nous opérons à 3 niveaux. Premier niveau, c'est la protection, très important. Je vais dans un marché étranger, je n'ai pas fait de protection, je n'ai pas de droit, je risque d'être spolié, et c'est arrivé plusieurs fois. C'est très compliqué après. Par la suite, c'est comme si on a fait un accident sans avoir eu d'assurance. Très compliqué. Donc, ce qu'on fait, on simplifie, on facilite. Et donc, vous pouvez, à Agadir, faire la protection via un certain nombre d'instruments dans 100 pays du monde. Vous pouvez protéger votre marque à Agadir dans 100 pays du monde. Ça, c'est très important. Donc, l'accessibilité de la protection. Première action. Deuxième action, c'est la visibilité. Donc nous, ce que nous avons fait depuis quelques années, mais ce que nous allons faire encore plus, de façon plus précise, c'est dans le cadre justement des Morocco Awards, qui est une occasion, on en parlera plus tard, de rendre visibles nos marques marocaines au niveau national, mais également international. C'est une catégorie marque locale, marque émergente, marque d'avenir. Moi, je toujours donne un exemple de quelqu'un que j'adore. C'est un jeune qui aimait beaucoup le surf. Un jeune qui a commencé à fabriquer des planches de surf, qui a fait sa marque. Je vais faire de la publicité parce que c'est un jeune, même si je suis olympique, désolé, Mours, qui s'appelle Mours. Et il a ouvert une boutique à Hawaï, dans le pays du surf. Un Marocain qui ouvre une boutique de surf à Hawaï. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, la promotion, je pense, l'a aidé. Troisième, il y a un certain nombre de programmes qui ne sont pas portés par l'Olympique, parce que ce n'est pas sa vocation, mais nous sommes facilitateurs pour ces programmes. Donc, il y a le Centre marocain de l'innovation, on participe. Je suis dans le conseil d'administration. Il y a R&D Maroc également, il y a des outils. Il y a l'ANPME. On a des partenariats avec les chambres de commerce. Donc, on peut vous assister à accéder à ces programmes gouvernementaux d'aide à travers des gens qui sont près de vous. Donc, nous avons une convention avec le ministère de l'Industrie. Et donc, certaines personnes qui sont dans les délégations du ministère de l'Industrie travaillent pour nous sur ce genre de programme.
Donc je suis à votre disposition si vous voulez plus tard ou mes collègues. Merci. Juste pour compléter, je pense qu'on va faire beaucoup plus de publicité à Mours. Juste pour vous donner un peu quelques exemples et pour vous montrer que ce n'est pas compliqué, que ce n'est pas inaccessible. On a vu durant les différentes éditions précédentes des Morocco Awards qu'il y a eu toujours des marques innovantes qui nous ont toujours impressionnés, nous qui sommes dans le domaine du marketing, des marques et de la publicité. Il y a eu toujours des histoires intéressantes, originales, qui ont pu rayonner d'une manière et d'une autre, et certainement toujours avec des petits moyens. Alors, l'histoire de Mours est très intéressante. Nous avons eu la chance au niveau du groupement des annonceurs du Maroc d'organiser il y a 2 semaines le plus grand événement marketing et des marques dans le monde qu'on a reçu à Marrakech pendant 1 semaine. Donc nous avons reçu plus de 420 marketeurs du monde entier, plus de 34 pays. C'était vraiment, on va dire, le Davos du marketing qui s'est réuni à Marrakech. Alors on avait, nous, Marocains, un objectif de placer 2 marques marocaines. Une grande marque et une marque émergente. Alors on a longuement réfléchi, la grande marque c'était Aïcha, on va encore faire de la publicité, et c'est toutes des marques qui ont gagné, enfin qui ont remporté les Morocco Awards. Alors Monsieur Devico, qui est le patron de Aïcha, qui est l'un des rares patrons qui parle tout le temps de marque dans ses discours, alors que d'autres parlent de réalisation financière, parlent de production. Elle a toujours, dans ses discours, dans ses interventions et dans ses paroles, une bonne composante marque. Donc elle a cette confiance en la valeur et en la capacité de la marque à créer de la croissance et à créer de la richesse. Donc elle a exposé l'histoire de la marque Aïcha. Elle a exposé face à des personnalités éminentes du marketing, vraiment de très très grandes multinationales, marques multinationales, et c'était la marque qui avait le plus marqué. On a parlé, je suivis un peu la revue de presse de l'événement, on a parlé de Aïcha en Australie, on a parlé de Aïcha en Angleterre, on a parlé de Aïcha aux États-Unis, on a parlé de Aïcha en Afrique du Sud. Donc vous voyez un peu l'ampleur que pourrait prendre une histoire qu'on pourrait sous-estimer localement, qui pourrait avoir un rayonnement international très intéressant, très relevant pour des internationaux. Le deuxième cas, c'était une marque émergente et on a choisi Mours suite à une discussion avec Adil. Moi, je connais la marque parce qu'on a assisté à l'édition, il avait gagné, et on s'est dit pourquoi pas. C'est une histoire intéressante à raconter. Alors, Kamil Saaddine, qui en est le créateur, est venu de Hong Kong directement à Marrakech pour exposer son cas. Alors aujourd'hui, il est à Hong Kong aussi, en plus de Huawei. Donc c'est une marque d'éthique, de valeur d'éthique, à très petite échelle, qui a démarré très petite, avec des moyens de bord, qui a rayonné, qui a grandi, et qui a aujourd'hui une histoire à raconter, qui a aujourd'hui un savoir-faire à raconter, à partager même avec les plus grandes marques internationales, et ça a été le cas à Marrakech. Voilà, donc il ne faut pas sous-estimer notre capacité à faire. Il ne faut pas se limiter aux moyens ou avoir les moyens comme entrave. Il faut juste avoir cette confiance en ce qu'on est en train de faire, la confiance en la marque, et avoir une bonne volonté pour pouvoir avancer, pour pouvoir rayonner à l'international. Salam alaikum, je me présente Salim Khacha, je suis chef de produit senior chez Anwar Invest, donc groupe Anwar Invest. Et ma question est adressée à M. Jezouli en tant que président du GAM, mais avant tout en tant que marketeur. Donc ma question est la suivante. Aujourd'hui, quels sont les leviers à actionner pour justement augmenter la valeur d'une marque et la développer de façon pérenne? Est-ce que c'est l'innovation? Est-ce que c'est les investissements médias? Est-ce que c'est la notoriété? Vous, en tant que marketeur, justement, d'après votre expérience, comment valoriser et augmenter justement cette valeur de marque? Alors, je vais être rapide, comme ce n'est pas vraiment le sujet de notre conférence, mais je vais vous apporter quelques éléments de réponse. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de méthode standard. Il faut savoir maîtriser son environnement, il faut savoir définir des objectifs clairs, et il faut savoir bien définir la raison d'être de sa marque. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau mondial, au niveau du management et de la gestion des marques, au niveau marketing, la tendance est de pouvoir définir une mission dans la vie de la communauté et de l'environnement à la marque. Au-delà même des services qu'on offre, au-delà même des différences, on va dire, factuelles qu'une marque ou une autre offre par rapport à d'autres, c'est la mission dans la vie de la communauté qu'il va falloir définir. Et c'est ce qui va faire la différence et la valeur d'une marque à l'avenir. Merci Si Jezouli, merci Si Maliki, merci Salho, merci Madame Corrado, merci Si Bonfour. Merci pour l'assistance, pour votre patience et pour vos interventions très pertinentes. Avant de nous quitter, je tiens à remercier le groupe Le Matin, je tiens à remercier l'Ampic. C'est le groupe Le Matin, c'est une belle réussite, c'est une marque qui existe, qui était Maroc Soir. C'est le témoignage d'un passage réussi entre une marque qui existait et un vaisseau amiral qui était Le Matin. Donc maintenant, le vaisseau amiral a pris le dessus et ça n'a pas fait de quoi. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je faisais la navette dans une petite ville, une ville moyenne pour étudier.
Et il y avait plein de gens, analphabètes, et parfois seulement arabophones, qui achetaient le matin, qui le posaient devant. Ça coûtait 1,50 dirham à l'époque ou 2 dirhams. Mais sa valeur, par rapport aux gens, sa notoriété, sa valeur immatérielle était plus grande. Je voudrais conclure sur cette note et dire que je suis optimiste pour ce pays, pour ce que j'ai entendu, pour nos jeunes. Merci à vous et à une prochaine rencontre dans le cadre du cycle de conférences du matin. Merci.